Véritable poumon de l'économie nationale, le secteur minier représente 80% des produits d'exportation et 10% du produit intérieur brut PIB. Afin d'assainir le secteur et accroître sa contribution, des réformes audacieuses ont été opérées. Les premiers résultats ont abouti à des renégociations et à des acquis financiers de plus de 700 milliards de francs CFA cette année, selon le gouvernement. Quelles sont les spécificités du nouveau code minier? Quelle est la part de l'État en termes de participation dans les compagnies minières? Qu'en est-il du contenu local? Finalement, quel est l'impact budgétaire des nouvelles réformes? Nouveau code minier, une chance pour le contenu local, c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Ce soir, nous parlerons du nouveau code minier et de son impact sur l'économie nationale. Nous aurons un regard singulier sur le contenu local, comme le témoigne le portrait de notre invité principal. Tout vient à point à qui sait attendre. Cette citation de François Rabelais reflète bien le parcours de Maïmouna Traoré. À force de travail, d'abnégation et d'un brin de chance, cette jeune malienne d'une trentaine d'années est passée d'assistante de direction à présidente directrice générale de CV Civil Structural, où elle a commencé sa carrière. L'entreprise dont elle est propriétaire depuis maintenant 10 ans évolue dans le bâtiment et travaux publics et la construction métallique. Elle fait de la sous-traitance minière, le génie civil, la fourniture de main-d'œuvre ainsi que la réparation métallique. Pleinement investie dans l'accompagnement de femmes et jeunes, Maï, comme elle se fait affectueusement appeler, est active dans de nombreuses associations à l'image de l'APVRM, Association d'appui pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, WIM, Women in Mining, l'ACPM, l'Association des commerçants et prestataires miniers, le RAMLCDF, Réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Comme pour montrer son engagement en faveur de sa communauté depuis 2021, Madame Traoré organise une journée culturelle et sportive à Fourou, dans le cercle de Kadjolo, près de la mine d'or de Siama, où son entreprise est installée. Tout récemment, cette chef d'entreprise a été nommée chargée de communication du collège transitoire de la Chambre des mines, une tâche qu'elle prend très au sérieux. Comment pouvait-il en être autrement au regard de son parcours académique? Titulaire d'un master en droit public de la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako, Maïmouna Traoré a également complété son cursus universitaire par des formations spécialisées en management et gestion de projets, ainsi que 3 certificats exécutifs de la prestigieuse école de commerce française HEC Paris. Son premier certificat portait sur le management d'une unité stratégique, le second sur la stratégie et performance, et le troisième sur l'innovation et le leadership. Pour continuer à relever le défi de la performance, la jeune entrepreneur complète son parcours par un Global Executive Master in Management dans cette même école. Mère de famille et chef d'entreprise accomplie, Maïmouna Traoré, présidente directrice générale de CV Civil Structural Africa, est l'invitée principale de Entreprendre. C'est un réel plaisir de recevoir Maïmouna Traoré, présidente directrice générale de CV Civil Structural. Madame Traoré, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'Entreprendre. Bonsoir M. Amar et merci pour l'invitation également. Ravi d'être ici. Alors, vous êtes à la tête de l'une des entreprises de sous-traitance minière les plus dynamiques du pays. Vous évoluez dans le secteur du BTP, de la construction métallique, mais pas que. Je suis dans la fourniture de main-d'œuvre qualifiée également. Donc, je fais la construction d'infrastructures. Je m'occupe du pipeline, la tuyauterie dans les mines d'or.
Je travaille en permanence avec l'équipe de la maintenance dans les mines d'or. Je travaille sur les structures endommagées, sur la fabrication des cuves métalliques, la réparation, tout ce qui est mécanique également. Et je travaille avec des experts expatriés qui se font assister par des nationaux. Alors, comment l'actrice du contenu local que vous êtes accueille justement ces nouvelles réformes dans le secteur minier? Bon, c'est un nouvel ère pour l'entrepreneuriat malien. Je dirais que moi, personnellement, j'en bénéficie. Parce qu'avant, ce n'était pas facile d'attribuer un marché à un Malien sans pour autant chercher le fond, sinon la bête noire de la chose. Mais aujourd'hui, il y a cette liberté qui permet aux sociétés maliennes de briller dans le secteur minier et d'avoir les opportunités avec les mines d'or. Je dirais avant que la main-d'œuvre malienne n'était pas mise en valeur. Mais aujourd'hui, cette main-d'œuvre locale est capable d'exécuter les travaux aussi complexes que l'exécutent les expatriés. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une main-d'œuvre à l'épreuve, d'avoir des opportunités pour nos main-d'œuvre et de les mettre en valeur. Donc, principalement, mon entreprise en profite dans le secteur minier et étant la seule femme entrepreneur en bâtiment et construction métallique ici au Mali, ayant la chance d'avoir un contrat de sous-traitance permanent avec les mines d'or. Donc, je suis directement touchée. Et ce qui fait que j'impacte positivement la jeunesse, j'impacte la communauté et j'impacte même l'entrepreneuriat. Par mon biais, d'autres dames peuvent essayer d'embrasser le métier d'entrepreneuriat. Et moi, les avantages que j'ai, j'essaie de le mettre également au profit de la nation. Et justement, tout au long de cette émission, on verra comment concrètement vous mettez en avant les jeunes autour de vous et les actions que vous menez, notamment dans la localité où votre entreprise est située. Mais avant, je vous invite à regarder ce grand reportage, ce grand angle. En gestation depuis plusieurs années, le nouveau code minier est enfin une réalité. Les premiers résultats sont encourageants, c'est le moins que l'on puisse dire au regard de la manne financière qui a été engrangée rien qu'en 2024, mais les nouvelles réformes ne plaisent visiblement pas à certains acteurs du secteur, comme vous allez le voir dans ce grand angle de la rédaction. Suite aux nombreux débats autour de la question l'or brille-t-il pour les Maliens et au regard de certains manquements constatés dans le secteur minier ces dernières années, un audit a été ordonné par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le rapport d'audit s'est avéré accablant, notamment pour certaines industries extractives. Le gouvernement a alors entamé des négociations avec les sociétés concernées, ce qui aboutit en 2024 à des acquis financiers et à des renégociations. Aujourd'hui, les négociations et renégociations sont finies. Donc, au plan financier, on peut noter quelques éléments majeurs. Si vous prenez le résultat des négociations aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons acquis à peu près 700 milliards de francs CFA suite aux négociations et renégociations, dont au moins 500 milliards ont déjà été payés. Le reste, c'est des échéances de décembre, fin décembre. Contrairement aux autres compagnies minières épinglées dans le rapport et qui ont accepté de payer, Barrick Gold a contesté la réclamation fiscale du Mali estimée à plus de 319 milliards de francs CFA, soit 512 millions de dollars. Cette société canadienne a proposé en contrepartie un arrangement à l'amiable d'un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Vu que les négociations n'ont pas abouti sur ce dossier, le 11 janvier dernier, l'ordonnance de saisie conservatoire à l'encontre du stock d'or Barrick Gold sur son complexe minier de Loulo-Gounkoto à l'ouest du pays a été exécutée par le gouvernement. En réponse, Barrick Gold a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de ses opérations sur son site aurifère de Loulo-Gounkoto où travaillent plus de 8000 personnes. S'exprimant sur cette affaire le mardi 21 janvier en Arabie Saoudite en marge du Future Minerals Forum, Marc Bistro, le président directeur général de Barrick Gold, a confié à nos confrères de Kitco News être très concentré sur la recherche de solutions pour aller de l'avant. Mali is the very foundation of my business development. That's where we started Rand Gold Resources
We've had a very strong relationship with the Malian people and its many governments over time, and the debate is around understanding, and who we are and what we've done and what we stand for, and we stand for. Selon lui, il s'agit simplement d'un malentendu entre les deux parties. It's a complex situation. I think some of it built on misunderstanding. C'est dans le but d'assainir le secteur minier que le gouvernement a décidé de redessiner les contours de l'exploitation des ressources naturelles à travers un nouveau code minier et une nouvelle loi relative au contenu local promulguée le 29 août 2023. Ces nouvelles dispositions permettent à l'État d'élargir sa participation dans les compagnies minières à 35%, dont 5% pour le secteur privé. Une taxe progressive basée sur les fluctuations des cours de l'or a également été instaurée. Il y a eu des éléments importants du code qui ont changé et qui vont directement impacter le budget d'État annuellement. D'abord, il y a la TAV, la taxe ad valorem. C'est une taxe qui est appliquée sur la valeur de la production d'or avant qu'elle ne soit expédiée. Donc, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires. Cette taxe était calculée sur la base de l'or au départ de l'entreprise. Aujourd'hui, on a vu que l'or est à plus de $2,700 l'once. Au moment où ces sociétés s'installaient en 92-93, l'once était à $300. Et donc, ce qui veut dire que le coût de production était forcément inférieur à cela. Et malheureusement, la taxe devait s'appliquer sur le coût de production avec toutes les pertes que nous pouvons imaginer. Donc aujourd'hui, on a décidé que le cours sera le cours de l'or. Et une fois que l'or est jusqu'à $1,000, on va appliquer un taux, par exemple, de 3%. Une fois que l'or dépasse $1,000 et qu'il passe à $1,500, on va appliquer un taux de 5 à 6%. Pour ce qui est de la loi sur le contenu local, elle oblige les entreprises à confier au moins 51% de leur sous-traitance aux sociétés maliennes, favorisant ainsi la main-d'œuvre locale. Lorsque nous parlons de contenu local, c'est de faire en sorte que l'entreprise minière soit intégrée totalement à l'économie nationale. C'est de faire en sorte que nous ayons donc un renforcement de capacité des nationaux maliens, mais c'est de faire en sorte aussi que les entreprises maliennes soient capables de fournir tous les biens et services aux sociétés minières. Et in fine, c'est de faire en sorte que ce soit les Maliens eux-mêmes qui soient les grands champions de l'industrie minière. Au regard du nouveau code minier qui compte 220 articles et 17 titres, les pouvoirs publics s'attendent à un impact budgétaire de 1 000 à 1 100 milliards de francs CFA par an contre 400 milliards en 2023. Madame Traoré, faire des Maliens des grands champions de l'industrie minière, disait à l'instant le ministre des Mines, professeur Amadou Keïta. C'est dire simplement que l'État fait sa part, c'est à vous maintenant de faire la vôtre? Je dirais que oui. Le contenu local n'est pas qu'entrepreneur, donc il faut savoir mettre en valeur la main-d'œuvre locale. Pas qu'une mise en valeur en tant que telle, mais il faut également assister cette main-d'œuvre locale. C'est-à-dire il faut les mettre dans leurs droits, il faut essayer de les accompagner, de les mettre dans de meilleures conditions également, afin qu'ils puissent développer leur environnement quotidien. J'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. Djibril Diallo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur Ama. Vous êtes géologue minier, président de l'Association pour la promotion et la valorisation des ressources minières. Monsieur Diallo, j'ai juste envie de vous demander, je sais que depuis quelques années, vous vous battez pour que ce nouveau code minier voit le jour. Aujourd'hui, il a vu le jour. Votre première réaction, c'est laquelle? Ma première réaction, c'est d'abord de saluer les acteurs qui ont contribué au changement, sinon à l'abrogation de l'ancien code minier, afin qu'on puisse mettre en place un nouveau code minier fait au Mali, par les Maliens et pour l'intérêt de tous les Maliens. Ça, c'est vraiment ma première réaction. Et saluer aussi les autorités de la transition qui ont eu quand même ce courage politique de pouvoir mettre en place ce nouveau code minier
vraiment dont tous les Maliens se retrouvent dedans. Donc ça, c'est ma première réaction par rapport à ce code minier. Donc, vous allez tout à l'heure nous dire qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce nouveau code minier, mais j'ai également le plaisir de présenter notre troisième et dernier invité, qui n'est autre que Modibo Mao Makalou. Monsieur Makalou, bonsoir et merci d'avoir accepté également notre invitation. Donc vous êtes économiste, vous êtes, je peux le dire, un ancien du secteur minier, c'est bien cela? Vous Absolument. avez évolué dans ce secteur un temps? Oui, merci Monsieur Amar, bonsoir à vous et à vos collaborateurs et à celles et ceux qui nous regardent. Oui, j'ai travaillé dans les mines il y a 30 ans. J'ai travaillé à Siama pour la plus grande entreprise minière au monde qui est BHP Minerals, qui est une compagnie australienne vous savez, Siama c'est la première mine industrielle du Mali. Évidemment après Kalana, mais ce n'est pas la même dimension parce que c'est un secteur privé. Et lorsque j'y étais, on a surtout travaillé sur l'extension de la mine, la phase 2 de la mine qui était de passer de 90 mètres sous terre à 120 mètres sous terre. Et c'était le plus gros investissement direct étranger au Mali à l'époque, 80 millions de dollars avant dévaluation. Merci, c'est simplement pour dire qu'on a les invités qu'il faut pour ce thème. Et messieurs, madame, je vous invite justement à regarder cette première infographie de cette émission qui va nous permettre de parler du poids du secteur minier dans l'économie nationale. Le secteur minier représente 80% des exportations, contribue à 10% du produit intérieur brut. Monsieur Makalou, l'État envisage d'amener cette contribution à au moins 20%, mais déjà peut-être revenir sur le poids du secteur minier dans notre économie. Merci pour ces informations. Vous savez, le secteur minier, je suis content que vous en parliez aujourd'hui parce que c'est un secteur stratégique pour notre pays, c'est un secteur névralgique, je dirais même. Si vous voyez la progression de la production des mines dans notre pays, aujourd'hui nous sommes à 15 mines industrielles, qui quand même contribuent, comme vous l'avez dit, mais depuis 2023, nous sommes à 90% des recettes d'exportation. C'est vrai, avec les nouvelles réformes, le nouvel appui? Non, mais même avant. C'est déjà avant ça, parce que vous savez, les cours de l'or ont beaucoup augmenté. Ce qu'il faut expliquer, c'est que depuis 30 ans, le Mali a une croissance économique de 5% en termes réels, depuis 1994. Mais c'est tiré par le secteur minier, c'est-à-dire les cours de l'or. Quand les prix internationaux de l'or augmentent, cela fait augmenter notre croissance économique, mais elle n'est pas tellement inclusive parce que l'or ne concerne que à peu près 20 000, enfin l'or industriel ne concerne que 20 000 emplois. Mais ce que vous dites et qui est intéressant, c'est que c'est 10% du produit intérieur brut, c'est énorme. Mais l'ambition du gouvernement à travers le nouveau code minier de 2023, c'est de passer à 20% du produit intérieur brut. Et le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de l'activité économique de notre pays. Évidemment, vous voyez l'importance que revêt le secteur. Madame Traoré, avant de vous donner la parole, peut-être revenir rapidement chez M. Diallo. M. Diallo, on parle d'accroître justement la contribution du secteur minier. Ce n'est pas seulement l'or, mais du secteur minier de façon générale au produit intérieur brut à hauteur au moins de 20%. Mais j'imagine que c'est des choses qui prennent du temps. Oui, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que pour parler des mines d'abord, il faut parler de la phase exploratoire, qui est un investissement. Le code minier même a été adopté afin d'attirer des investisseurs, de pouvoir faire des recherches géologiques qui aboutissent à la découverte d'un gisement. Sans gisement, vous n'allez pas parler des mines ni de carrière. Donc maintenant, cette phase, souvent, on peut dire, est négligée, alors que c'est la phase la plus importante, c'est la recherche minière. Maintenant, pour faire la recherche minière, il faut un code attractif. Mais un code aussi qui ne met pas l'État dans une certaine position où l'État ne gagne absolument rien. Donc il faudrait jouer à l'équilibriste. L'économie, c'est là. Trouver le juste milieu, comment attirer les investisseurs, qu'on puisse travailler dans un partenariat gagnant-gagnant entre ces investisseurs et l'État. Parce qu'il faut savoir que beaucoup d'États n'ont pas les moyens d'investir dans les recherches minières. Parce que les recherches minières, c'est la phase la plus risquée.
vous pouvez mettre des centaines de milliards. Et ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Pas ce que ça voilà. Et souvent, vous pouvez découvrir un gisement, mais qui n'est pas économiquement très rentable. Donc, ce qui fait que, est-ce que l'État va se permettre d'engager des centaines de milliards et risquer comme ça? C'est pour cela beaucoup d'États se sont désengagés de la recherche et laissant ça à des multinationales, à des investisseurs étrangers et locaux. Mais maintenant, cette phase, il faudrait qu'on essaie de valoriser ça parce que dans 10 ans, beaucoup de mines vont fermer. Bon, maintenant, il faut aller vers la diversification d'autres ressources minérales. Mais pour faire cela, il faut un code minier qui permet de protéger l'investisseur, qui permet aussi de protéger l'intérêt de l'État. C'est ça l'avantage du code minier. Voilà, donc moi je pense qu'on doit essayer davantage de développer les recherches minières afin de diversifier nos exploitations minières à travers un code minier attractif qui va aller dans un partenariat de gagnant-gagnant avec nos investisseurs. Vous parlez de code minier, mais il faut dire qu'il y a aussi un nouveau code minier avec la loi relative au contenu local, Maïmouna Traoré. C'est pour dire simplement que le contenu local a été, contrairement aux années passées, arrêtez-moi si je me trompe, le contenu local a finalement une place beaucoup plus importante dans ces nouvelles réformes. Je dirais que oui, mais le contenu local a toujours existé dans nos mines d'or, sous une autre forme. Je prends l'exemple sur deux sociétés, je ne sais pas si je dois citer leur nom. Anglo-Gold Ashanti et puis Randgold, ce sont des sociétés qui ont toujours fait la promotion de l'entrepreneuriat malien. Et quand on prend l'exemple, nous avons plusieurs entreprises aujourd'hui qui sont des multinationales qui ont été financées par ces sociétés, par ces structures. Donc, c'est pour dire que le contenu local a toujours été une évidence au Mali, mais maintenant, essayer de la mettre en valeur au profil de plusieurs autres Maliens, c'est ce qui... C'était ça le défi. C'était ça le défi, au fait. Donc, aujourd'hui, avoir plusieurs entrepreneurs dans le secteur minier, essayant de venir challenger avec ces multinationales dont, auparavant, nous n'oserions jamais, parce que nous avons... des postes stratégiques, sinon des boulots stratégiques tels que le mining, dont les Maliens n'auraient jamais imaginé un jour commencer. Mais aujourd'hui, nous avons des champions en mining sur l'étendue du territoire qui aujourd'hui même sont en expatriation ailleurs. Donc, c'est pour dire que donc, il n'y a plus ce complexe-là où on pourrait dire que... Mais je crois que certains vont relativiser en disant qu'il y a toujours des postes où on souffre encore de main-d'œuvre, M. Makalou. Oui, on souffre au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Mais ce que Madame a dit est tellement réel. Quand moi, je travaillais dans les mines, il n'y avait aucun directeur de mine malien. Mais aujourd'hui, comme elle l'a dit, il y en a pratiquement tous les directeurs de mines sont des Maliens. Et à l'extérieur aussi, dans d'autres pays, sont des directeurs des mines. Mais le contenu local, il a été, parce que si nous parlons de législation minière, évidemment, on part du point de départ qui est la dernière législation, le Code minier de 2019. Maintenant, le Code minier de 2023 qui a été adopté le 28 août 2023, dont le décret d'application a été pris en 2024, a quand même sérieux, parce qu'il y a le code minier à part et puis il y a une loi sur le contenu local. Cette loi pour le contenu local, Madame a raison, évidemment cette promotion a été faite, mais maintenant c'est une loi. Et l'idée c'est d'accroître la compétitivité des entreprises maliennes, que ce soit non seulement la formation, mais aussi renforcer les capacités locales. Parce que avant, le contenu local, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les inputs, c'est-à-dire les intrants, parce que lorsque une mine produit, il y a beaucoup d'intrants qui sont utilisés. Ce sont des produits chimiques, c'est la main-d'œuvre, c'est les produits financiers, métallique, les produits financiers, c'est beaucoup des outils, des équipements. C'est là qu'on essaye d'augmenter la part des entrepreneurs, en tout cas du secteur privé national. Et je pense que c'est une excellente stratégie, mais la loi seule ne suffit pas. Il faut des mesures d'accompagnement. Voilà. Justement, je vous donne la parole, M. Diallo, après cette autre donnée qui va nous permettre de voir quelques changements qui ont entraîné les nouvelles réformes. On parle de l'élargissement de la participation de l'État. Dans l'ancien code, l'État avait
20% de participation, 10 déjà, et il fallait encore acquérir 10 autres, vous allez nous expliquer. Mais dans le nouveau code minier, on parle surtout d'une participation de l'État à hauteur de 35%, dans les 35%, dont 5% pour le secteur privé. Avant de vous répondre, je voudrais un peu apporter ma contribution sur le contenu local. Tout à fait. Effectivement, ce qu'elle a dit avant, c'est-à-dire le contenu local était inclus dans le code minier. Donc souvent, les gens ne faisaient pas trop attention. Bon, par contre, nous, on a réfléchi, on dit que pour mieux mettre en pratique ce contenu local, il faut faire une loi à part qui va contraindre les sociétés, les multinationales à respecter ce contenu local. Donc, c'était de faire une loi à part. Et nous-mêmes, on a participé à l'élaboration de cette loi à travers une proposition de loi. Donc, on a pu le faire passer avec le CNT. Donc, c'est quoi l'objectif du contenu local? C'est-à-dire l'ensemble des services, des travaux, des prestations, tout ce qui se réalise comme dépenses dans une mine, c'est ce qu'on appelle coût de production. Donc, je vous prends un exemple très simple. Si la société fait un chiffre d'affaires de 100 milliards, c'est-à-dire l'ensemble des revenus générés par la société pendant une année, 100 milliards. Et vous allez voir que la société va engager des dépenses qu'on appelle coût de production, l'ensemble des dépenses qui va être soit souvent 50% ou 70%. La plupart des cas disent que c'est 70%. Vous prenez 70% de 100 milliards, ça fait 70 milliards. Vous déduisez ça de 100 milliards, les 30 milliards qui restent, c'est ça la dividende. En français facile, le bénéfice. C'est sur la base de cette dividende que nous parlons des 20%, des 30%, des 35%. Donc il faut savoir que les 35% de l'État sont calculés sur la dividende. Vous prenez le cas d'un bénéfice de 30 milliards, vous prenez la moitié, ça vous donne 15 milliards. Ça veut dire que même si vous êtes actionnaire à 50%, vous n'avez gagné que 15 milliards. Mais par contre, si vous venez dans le coût de production, c'est là où intervient le contenu local. L'ensemble des dépenses, des prestations, des services et biens qui sont vendus, tel que le cas de Maïmouna, c'est-à-dire elle fait un service, elle a une société, elle prend des Maliens, elle emploie des Maliens, elle paye des impôts et taxes à l'État. Et l'argent qu'elle va être payée, c'est sûr que cet argent va rester ici au Mali. Il faut être malien déjà pour être... le contenu local favorise maintenant nos entreprises locales à travers un secrétariat permanent qui va maintenant appliquer et faire appliquer cette loi-là, afin que nos entreprises locales, nos fournisseurs, nos commerçants, tous les travaux qu'on puisse faire dans les mines et les carrières puissent être donnés aux Maliens. Mais il y a certains types de travaux, certains types de produits que les Maliens ne peuvent pas faire. Donc maintenant, je reviens au contenu local. Très rapidement. Les 70 milliards de dépenses, si nous arrivons à capter la moitié, qui nous revient à 35 milliards, vous voyez que ça dépasse même les 100% si on était bénéficiaire même de la société. Donc ça veut dire que c'est là où nous devrons travailler, c'est-à-dire à capter le maximum dans le coût de production. Dans les coûts de production, vous avez les impôts et les taxes que le ministre vient de dire. Vous avez les impôts, les taxes qui font partie du coût de production. Donc maintenant, plus vous augmentez votre capacité à récupérer beaucoup d'argent dans le coût de production, c'est là où vous allez voir la couleur, que l'or va briller, ou d'autres substances vont briller pour les. On va très rapidement pour expliquer avant de donner la parole au ministre qui nous attend de Dakar en duplex. Allez-y. Très rapidement pour expliquer la stratégie de l'État par rapport au secteur public et au secteur privé. Le secteur privé, c'est à travers le contenu local des compagnies comme Madame, les entrepreneurs nationaux, des PME, PMI, etc. Deuxièmement, maintenant, l'État obtient des revenus du secteur minier de 4 manières. Les taxes ad valorem, la taxe sur la valeur que le ministre des Finances vient d'expliquer. Vous avez aussi les impôts, vous avez aussi les redevances superficielles et ensuite vous avez les dividendes. Maintenant, le dividende vient après le bénéfice net. Mais pour avoir accès aux dividendes, on parle de 20% dans l'ancien code minier et maintenant de 35%, il faut libérer le capital d'abord. Et imaginez-vous que ces 30 dernières années, on n'est pas monté de 10% à 20%. Maintenant, on veut aller de 10% à 30%, 35%. Donc il faut une stratégie pour mobiliser le capital, pour avoir accès à ce pourcentage dans le conseil d'administration. Mais ensuite, ce que Djibi vient d'expliquer par rapport aux dividendes, pour obtenir les dividendes, il faut que les bénéfices nets soient connus. Et
c'est après le paiement des impôts et des taxes, ce qui reste, qu'on doit distribuer, parce que le bénéfice net, il est utilisé de deux façons. Soit on réinvestit dans l'entreprise, soit on le partage entre les actionnaires, et c'est là que vous avez des dividendes. J'ai le plaisir justement de retrouver en duplex de Dakar au Sénégal l'ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Dr Ahmed Sow. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Monsieur le ministre, je rappelle simplement que vous avez été ministre de 2007 à 2008 avant de démissionner pour vous lancer dans d'autres projets. Vous êtes le fondateur du mouvement politique Rassemblement travailliste pour le développement RTD, donc vous avez fondé en 2013. Vous êtes aujourd'hui donc un expert donc en matière des questions financières et bien sûr économiques. Monsieur le ministre, déjà une première réaction par rapport à ce nouveau code minier. Quelle lecture en faites-vous? Bon, je prends l'émission à chaud. Je ne sais pas ce que mes brillants jeunes frères ont déjà dit. Ben, je pense qu'il est toujours difficile d'ajouter quelque chose à ce que M. Diallo et M. Makalou ont dit. Je pense que c'est des grands experts du secteur minier. Bon, moi je crois que ce nouveau code minier présente des avantages, mais également quelques petits inconvénients. Au niveau des avantages, effectivement, comme Makalou vient de le dire, la participation de l'État est passée de 20 à 30%, étant entendu que l'État doit payer les 20% pour obtenir ces 30%. Et ce qui n'a pas été fait, comme il vient de le signaler jusqu'à présent. Pour le quand on était à 20%. Mais en tout cas, cette participation a été augmentée. On pense que les efforts seront faits pour qu'on soit effectivement à 30%. 5% étant réservé au privé malien. Et pour ce qui est des inconvénients, un avantage. L'autre avantage, effectivement, c'est le contenu local. C'est-à-dire que les entreprises minières de privilégier les entreprises locales dès lors que celles-ci ont la capacité de faire un certain nombre d'activités, de travaux sur le territoire national. Je pense que selon certains calculs, ça doit représenter à peu près 51% des activités de sous-traitance avec un chiffre d'affaires autour de 250 milliards si je m'abuse. Donc, le pourrait corriger. Autre avantage de ce code minier, c'est que on a tenu compte aussi des populations riveraines. Parce qu'il y a un fonds local qui a été créé, qui est financé à hauteur de 0,75% par les sociétés minières. C'est un fonds qui sera distribué directement aux localités. Avec des clés de répartition dont je ferai l'économie ici. Qui plus, il y a un autre fonds qui est financé à hauteur de 20% sur les dividendes de l'État et 1% sur le chiffre d'affaires des compagnies pour alimenter le secteur, pour soutenir le secteur de l'énergie et de l'eau. Donc c'est un code qui est assez avantageux pour le Mali. Ceci étant, n'oublions pas que nous sommes sur un terrain de compétition et que l'attractivité des pays compte énormément. Et quand on fait une comparaison entre le code malien et le code minier de certains pays environnants, on se rend compte quand même que les avantages comparatifs ne jouent pas en notre faveur, ce qui pourrait amener les investisseurs, pas mal d'investisseurs, éventuellement à se détourner, mais cela va dépendre aussi, je dirais, de la disponibilité des ressources. Et Dieu merci, sur ce plan, nous avons quand même un potentiel assez important. Alors, Maïmouna Traoré, justement une réaction par rapport à ce que Monsieur le ministre vient de dire. Comme on le dit, il n'y a pas meilleur défenseur que soi. Donc, donner 5% au secteur privé, je dirais que je ne dirais pas le secteur privé, mais je dirais les représentants légaux de l'État dans nos mines d'or. Parce qu'un Malien qui déjà détient des actions dans une mine ne peut que défendre les intérêts du pays. Et pour moi, c'est
c'est déjà un avantage. Mais avant d'aller aussi loin, j'aimerais revenir un peu sur les inconvénients du contenu local. Ce code a été mis en place, comme l'a dit M. Sow. Au fait, c'est pour valoriser l'entrepreneuriat local et aussi investir au Mali. Mais dans le code minier, je pense qu'il y a des non-dits, parce que déjà, on dit que l'avantage sera donné aux entreprises détenues majoritairement par les Maliens. Mais quand devient de l'investissement, c'est-à-dire je peux donner 51% à une entreprise ou bien à une entité malienne, voilà. Et puis, l'investissement se fait à l'extérieur. Donc, nous avons plusieurs entreprises ici au Mali qui travaillent sous le nom d'entreprises locales, mais par contre qui n'investissent pas ici. Donc, pour moi, c'est un frein au développement et à la mise en valeur en tant que tel du contenu local. Monsieur le ministre, on sait qu'actuellement il y a un bras de fer avec certaines industries minières, Barrick pour ne pas le citer. Quelle est là aussi la lecture que vous en faites? Est-ce que vous pensez que c'est de nature à freiner l'investissement, notamment étranger, dans le secteur? Bon, je pense que tout est parti d'un audit qui a été effectué en 2022, si je ne me trompe pas, par une société malienne, Iventis, et une société sénégalaise, Mazar Sénégal. Bon, le problème, c'est que cet audit n'a pas été un audit contradictoire. C'est-à-dire que personne n'a vu cet audit. Oui. Je crois que M. Diallo et M. Mahalou pourraient préciser. Personne n'a vu l'audit et les compagnies minières non plus n'ont pas vu l'audit. Bon, sur la base de ça, il y a eu, je dirais, l'audit a établi qu'il y a un manque à gagner énorme pour l'État. Ce qui a amené l'État à engager des discussions avec les compagnies minières. Il y a une commission de recouvrement qui a été mise en place. Et c'est dans le cadre de des activités de cette commission de recouvrement qu'il y a eu un certain nombre de problèmes. Il y a eu principalement, alors je dirais aussi que ce qui est derrière, c'est que l'État voudrait faire migrer toutes les compagnies minières vers le nouveau code. Alors comme la loi n'est pas rétroactive, cela n'est pas aisé. Ce qui est prévu normalement, c'est que quand les permis actuels d'exploitation seront terminés, au moment du renouvellement, que ces entreprises basculent vers le code minier. Quoi qu'il en soit, l'État cherche à récupérer les arriérés, que ce soit en termes de taxes, ou du moins je dirais de royalties, que ce soit en matière de dividendes, que ce soit en matière de fonds à rapatrier, etc. Bon, c'est là où il y a eu un certain nombre de bras de fer. Il y a eu deux entreprises qui se sont particulièrement illustrées. Il y a eu Resolute Mining, qui était quand même, qui a été mise à défaut dans la mesure où il y avait même une filiale Sonifi qui avait été créée à partir d'une petite mine qui est passée être comme une grande mine et qui n'avait pas été déclarée, et l'État n'était pas actionnaire et ne recevait aucun centime des activités de... Bon. Ce qui fait que lorsque le CEO de cette entreprise est arrivé, on l'a arrêté. Bon, heureusement, sur ce cas spécial, il y a eu un terrain d'entente. Ils ont accepté de payer 160 millions de dollars. Bon, ils avaient payé déjà tout sauf 30 millions, mais je pense que ces 30 millions de dollars ont été payés, sinon seront payés avant la fin du premier trimestre. Alors, le cas de Barrick est un peu plus compliqué. Pour rappel, je dirais que Barrick, c'était Randgold. Et Barrick est aujourd'hui la deuxième plus grande compagnie d'exploitation d'or dans le monde. Avec à sa tête Mark Bristol, qui est un personnage assez complexe. J'ai eu affaire avec lui. Et donc, l'État demande à Barrick de payer 500 millions de dollars. Bon, je crois que Barrick conteste ces chiffres, évidemment. Je dirais une saisie conservatoire de 30 tonnes d'or, si je ne m'abuse, et ça a amené Barrick à arrêter la production, ce qui a mis au chômage les 8000 employés.
Bon, moi, je dirais que de prime abord, on dirait que le Mali a tout à fait raison de chercher à tirer le maximum de revenus de l'exploitation de ces sociétés minières. Ceci étant, ce qui peut être discuté, c'est la manière dont on s'y prend. Parce que d'abord, moi, j'estime que on aurait dû commencer par travailler bien en amont. Parce qu'aujourd'hui, mes jeunes frères pourraient corriger, je ne suis pas sûr que nous avons des dispositifs qui nous permettent de savoir exactement quelle quantité d'or est produite sur notre territoire. Et il y a des possibilités en la matière, il y a des bureaux spécialisés. Je me souviens en son temps que Pierre-Elliott Trudeau, le père, ancien Premier ministre du Canada et père de l'actuel Premier ministre sortant, a créé un cabinet spécialisé qui nous avait proposé en son temps de mettre en place un mécanisme qui permettrait de savoir exactement qu'est-ce qu'on a produit, et lui s'engageait à ce qu'on puisse, avec ce mécanisme, cette plateforme, augmenter nos recettes au moins de 20%, et que eux, ils ne seront payés que sur la base des recettes additionnelles. L'Afrique du Sud, en Afrique du Sud aussi, il y a un bureau spécialisé de ça. Parce qu'aujourd'hui, franchement, on ne sait pas. Donc, ça, c'est le premier point. L'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que ces bras de fer, on ne sait pas comment ça va se terminer. Bon, Barrick, les mines de Barrick sont à l'arrêt, notamment le complexe de Loulo. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est l'État qui va reprendre la production ou pas? Est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente? Toujours est-il dit, je voudrais mettre en garde sur une forme d'étatisation de l'économie malienne. Il faut quand même qu'on tire la sonnette d'alarme, parce que ce n'est pas, on peut regarder dans d'autres pays comme la Chine pour dire ouais, mais c'est l'État, mais la Chine ne fait même pas, elle fait une politique de capitalisme d'État. Quand vous voyez comment les entreprises chinoises se battent entre elles, on comprend que la compétitivité est de mise. En Russie, c'est autre chose, parce que d'abord, la Russie a beaucoup d'ingénieurs, la Russie a toutes les ressources, donc on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et ceci étant, notre handicap majeur ici au Mali, c'est que il ne faut pas qu'il y ait un retour, Makhalou, vous m'en excuserez, vers la première république de votre homonyme, parce qu'on a des limites. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les ressources humaines importantes et capables de gérer ces mines-là. Et l'État n'a pas les moyens de faire les investissements nécessaires, d'autant plus que, M. Diallo me corrigera, que l'exploration est pratiquement en arrêt. Donc il faut éviter d'aller vers une étatisation. On a créé la SOREM, mais la SOREM n'a pas la capacité. Et nous, l'idée qu'on avait lancée quand on disait qu'il fallait qu'il y ait une société d'État, c'était pour fédérer les participations de l'État à une société avec vraiment des experts, même des Maliens de la diaspora, capables de bien les rémunérer de façon à ce qu'ils puissent utiliser une bonne partie des dividendes de l'État pour faire de la recherche préliminaire. Au lieu qu'on donne ce qu'on appelle les green mines, c'est-à-dire les mines vierges, et ils fassent les premières recherches et qu'ils puissent mettre sur le marché des mines qui ont des indices quand même assez intéressants et les vendre plus cher. Bon, mais je crois que pour résumer et ne pas trop garder la parole, en termes d'attractivité aujourd'hui, avec les problèmes tels qu'ils sont posés, risque de détourner beaucoup d'investisseurs potentiels de la direction Mali et amener les sociétés minières qui sont sur place à ne pas faire les efforts pour de recherche au Mali. Merci infiniment, Dr Ahmed Sow, ancien ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Vous étiez, je le rappelle, en duplex de Dakar au Sénégal. Merci infiniment donc de nous avoir donné votre point de vue sur le nouveau code minier et la loi relative au contenu local. Mesdames, Messieurs, nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes. À tout à l'heure.
rebonsoir si vous nous retrouvez seulement maintenant. Je suis toujours en compagnie de nos 3 experts, dont l'invité principal est Madame Maïmouna Traoré, présidente directrice générale de CV Civil Structural Africa. Merci messieurs, merci Madame d'être restée sur le plateau. Je vous invite à regarder cette autre infographie, Madame Traoré, qui va nous permettre de parler d'une chose que je pense qui va vraiment vous plaire. On parle d'une obligation pour les compagnies minières de confier 51% de leur sous-traitance au secteur privé malien. Madame Traoré. Déjà, c'est un avantage pour l'entrepreneuriat. Comme je le disais, il y a des travaux spécifiques, des travaux critiques qui demandent beaucoup d'expertise. Donc, avoir ces entreprises ici au Mali, travailler avec eux, c'est très compliqué. Et souvent, il y a des marchés également qui sont attribués à des entreprises locales, mais qui peinent un peu à avoir le financement pour exécuter. Donc, ce qui fait que, jusqu'à présent, c'est vrai que les sociétés minières n'ont plus d'excuses, mais il y a un problème de savoir-faire qui rentre en jeu. Est-ce que ces entreprises sont à mesure de le faire? Est-ce que ces entreprises pourront mener à bien le projet? Est-ce que ces entreprises pourront travailler sous les mesures de sécurité et de santé au travail, comme l'exigent les normes de nos mines d'or? Donc, c'est vrai que les entreprises minières n'ont pas cette chance-là, mais par contre, moi, je dirais que il ne s'agit pas seulement de dire aux entreprises de donner 51% de marché aux entreprises locales. Il s'agit d'essayer de mettre en place un système d'accompagnement de ces entreprises-là. Est-ce que ces entreprises peuvent avoir un financement des mines d'or ou bien d'une structure étatique afin de pouvoir être à mesure d'exécuter ces marchés? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des contrats, oui, mais demander un financement à la banque est très compliqué. Déjà, on vous demande des garanties que vous n'avez pas, des garanties que vous ne pouvez pas avoir. Surtout, on vous demande un taux d'intérêt très élevé, ce qui fait que les entrepreneurs peinent à survivre après l'exécution d'un marché ou bien après avoir pris un prêt bancaire auprès de nos banques. Donc, pour moi, c'est un avantage, mais jusqu'à présent, il faut développer ces avantages et essayer de mettre un système en place afin que les entrepreneurs puissent sortir vainqueurs. Monsieur Makalou, Monsieur Diallo, tout à l'heure, l'ancien ministre Dr Ahmed Sow parlait des négociations qui ont abouti, notamment donc au niveau des compagnies, entre les compagnies minières et l'État. Je vous invite à regarder cette donnée pour mieux comprendre au niveau des négociations. On parle de plus de 500 milliards de francs CFA qui ont été payés en 2024. Le ministre de l'économie et des finances rassurait donc l'opinion nationale et internationale qu'au plus tard fin mars 2025 l'État aura amassé 750 milliards de francs CFA. Ça, c'est après négociation avec les compagnies, avec le secteur minier, ceux qui ont été notamment épinglés par l'audit. Je pense que le ministre Sow, qui est quand même un grand expert du secteur privé, parce qu'il a géré les structures du secteur privé dans le monde entier, dans une autre vie, dans une autre fonction précédente, mais il a eu la chance d'être ministre des Mines ici, il sait comment le secteur évolue. Il l'a dit, il ne faut pas que nous pensions que nous pouvons retourner à ce étatisme capitaliste. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, il faut qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé lors de nos précédentes républiques, de la première jusqu'à l'actuelle. Et les sociétés d'État, évidemment, ont évolué, mais ce n'est pas elles qui ont permis de développer le secteur minier. C'est lorsque on a adopté le code minier de 1991 qu'on a libéralisé le secteur. M. Diallo l'a dit, l'exploration, le secteur minier est intensif en capital. Donc il faut d'énormes sommes. L'unité de compte, c'est $1 million, 600 millions de francs CFA. Demandez quelle somme est mise à la disposition de la SOREM actuellement, et vous vous rendrez compte que, évidemment, le jeu est faussé d'avance. Donc maintenant, il faut renforcer les mesures d'accompagnement, ce que Madame a dit et que Djibi a dit aussi, c'est-à-dire le contenu local. Il y a des structures qui doivent être mises en place, qui ne sont pas mises en place pour accompagner.
Madame a parlé du coût du capital, mais ça, c'est les coûts des facteurs de production. Ce n'est pas pour les mines seulement, c'est pour tout le secteur privé. Nous avons une banque centrale qui accorde des prêts aux banques centrales à 3,5%, mais les durées sont très courtes et les taux d'intérêt trop élevés encore. Donc c'est là encore qu'on attend l'État pour bonifier les intérêts et accompagner le secteur privé et la présence du secteur privé dans ces compagnies minières, parce que l'État, s'il est présent, il ne faut pas que l'État ait une minorité silencieuse, mais ait une minorité de blocage. Mais pour cela, il faut libérer le capital. Il faut être présent au conseil d'administration avec des compétences qui peuvent défendre les intérêts de l'État. C'est cela qui va permettre de jouer sur le contenu local, mais aussi sur les intérêts de l'État par rapport aux dividendes. Et ce que M. Diallo a dit, que les coûts qui sont associés à l'exploitation d'or, si vous n'avez pas de représentants, on va même vous dire qu'on a fait des pertes. Si on a fait des pertes, on ne paye pas de dividendes. Donc je pense qu'il y a des mesures d'accompagnement, il faut que l'État renforce cela, et il faut que ce soit avec de la célérité. Nous sommes dans le secteur privé, et la production est journalière dans les mines, elle est quotidienne. Quand moi j'étais à Siama, nous avions 3 équipes de 8 heures qui travaillaient 24 heures sur 24 dans la mine. Donc on ne peut pas attendre que les fonctionnaires finissent de réfléchir au problème, il faut aller très vite pour sauvegarder les intérêts de l'État. Vous parlez de financement, je vous invite justement à regarder ce point de vue qui va nous permettre de parler donc de financement, d'idées de financement. Vous allez entendre le président du patronat, Mossadegh Bali. Vous savez, une mine d'or industrielle, de l'exploration jusqu'à la production, c'est minimum $1 milliard. Donc c'est 650 milliards de francs CFA. Il n'y a pas d'opérateur économique malien qui puisse mobiliser cela. Donc il nous faut une caisse de dépôt et consignation qui pourra financer les opérateurs maliens. Deuxièmement, c'est le défi de la formation. C'est une industrie qui demande de l'expertise, des ouvriers qualifiés. Même s'il y a eu beaucoup d'efforts depuis quelques décennies dans la formation des jeunes maliens, nous avons lancé un appel à l'État malien pour la création de l'école des mines et nous pensons que le meilleur endroit pour mettre cette école, c'est Caille, parce que c'est la région par excellence des mines. Ensuite, il y a le défi de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, l'orpaillage clandestin, traditionnel, est en train de massacrer notre environnement. Il y a d'ailleurs un pays voisin, le Sénégal, qui a interdit pour 3 ans tout orpaillage sur la Falémé. Donc nous demandons à la puissance publique de sévir contre ce fléau qui est en train de détruire complètement l'environnement de notre pays. Et c'est très grave surtout pour les générations futures. Et il y a le défi de la crédibilité. Nous pensons que l'État a le droit de renégocier des contrats, de renégocier des conventions. C'est de son droit s'il estime que les conventions sont déséquilibrées. Mais en attendant que ces conventions soient renégociées, nous demandons à l'État d'honorer sa signature parce que lorsque cette signature est respectée, ça va encourager des investisseurs aussi bien étrangers que nationaux d'investir. Et puis il y a le défi maintenant de la préservation de notre fiscalité. Vous savez, l'État du Mali ne sait pas la quantité d'or qui sort du Mali et qui est exportée. Donc c'est de l'évasion fiscale, ce sont des impôts et des taxes qui ne sont pas payés parce que l'État du Mali ne sait pas. Nous pensons que la puissance publique doit mettre fin à cela et que chaque gramme de quelque minerai que ce soit qui est extrait de nos sous-sols et qui est exporté puisse être identifié au cordon douanier et payer des impôts et des taxes. L'État ne sait pas la quantité d'or qui est extraite. C'est de l'évasion fiscale. Comment est-ce possible? On n'a pas de représentants dans ces structures, dans les conseils d'administration, Djibril Diallo. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment le problème réel. C'est-à-dire que lorsque vous ne maîtrisez pas votre production, ça vient d'où? D'où est l'origine du problème? C'est le manque de raffinage. C'est-à-dire l'or qui est exploité au niveau des mines, c'est de l'or qui est à l'état brut. Si je dis à l'état brut, ce n'est pas de l'or qui est traité à 24 carats. Pour traiter l'or de 24 carats, il y a des sous-produits qui accompagnent l'or. Il y a le palladium, il y a la platine, il y a le cuivre, il y a le zinc, et ainsi de suite. C'est des produits, des sous-produits qui valorisent aussi la valeur de l'or. Mais maintenant, du moment où vous n'avez pas les moyens de raffiner l'or sur place, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils exploitent
amènent l'or à l'état brut, soit en Afrique du Sud, soit en Suisse. On parle de plus en plus même du Qatar, des pays du Golfe. L'Émirat, il y a une partie qui va à l'Émirat. Et si vous regardez le rapport de l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, chaque 2 ans, qui sort un rapport sur l'activité des extractions minières au Mali. Donc vous allez voir qu'il y a certaines sociétés qui raffinaient l'or en Afrique du Sud et étaient même actionnaires dans ces mêmes raffineries. Ça, c'est quelque chose qui est impensable. Ça veut dire que les chiffres réels ne sont pas connus. Donc, si vous partez dans le domaine de l'orpaillage, qui emploie quand même plus d'1 million de Maliens, leur production, ça va où? Mais ça va à Dubaï, au vu au-dessus de tout le monde. Est-ce que l'État connaît réellement cette quantité qui sort? La fiscalité souvent on a vu sur des chaînes étrangères qu'il y a 60 tonnes qui ont été recensées, qui venaient du Mali. Partant de l'Émirat. Pour revenir un peu, pour recentrer sur le cœur de notre débat, ce nouveau code minier va permettre d'éviter, peut-être réduire, mais peut-être pas arrêter, ou bien ça ne va absolument rien changer. Je vais clôturer avec cette histoire de raffinage. Donc maintenant, pour mieux contrôler la production de l'État malien en termes de l'or, il faudrait mettre en place une raffinerie de l'État. L'État peut essayer de voir avec... Je pense que c'était en gestation à un moment. Oui, ça a été dit plusieurs fois, mais jusqu'à présent, ça n'a pas vu le jour. Bon. C'est comme l'école des mines. Donc maintenant, l'État doit mettre en place une raffinerie de l'État qui va obliger les sociétés minières à raffiner l'or sur place. Et maintenant, est-ce que, même si nous raffinons l'or sur place, donc maintenant, l'État va demander sa part en nature. On a réfléchi sur cette solution, comme le font certains pays. Deuxième cas, c'est-à-dire l'or issu du secteur de l'orpaillage, du secteur artisanal. Il y a déjà une raffinerie des Maliens qui est là, qui est capable de raffiner cette quantité, mais maintenant, et créer maintenant un comptoir unique de l'achat et de vente de l'or. C'est-à-dire l'or qui doit être exporté doit passer par ce comptoir unique. Donc, ça va permettre à l'État de contrôler sa production. Mais de la manière dont nous sommes en train d'exploiter l'or il y a presque 30 ans, jusqu'au jour de maintenant, personne ne peut vous dire avec exactitude quelle est la quantité réelle qui a été produite au Mali. Mais moi, je peux vous dire avec exactitude, peut-être pas avec exactitude, mais en tout cas avec les données officielles du ministère de l'économie et des finances, quel peut être l'impact budgétaire du nouveau code minier. Je vous invite à regarder pour cela cette infographie. Donc, on parle de plus de 1000 milliards de francs CFA par an. On parle normalement de 1000 à 100 000 milliards de francs CFA par an, contre 400 milliards de francs CFA en 2023. Les prévisions sont plutôt bonnes, monsieur Makalou. Ces chiffres-là, ça représente quoi? On parle de l'impact budgétaire que pourrait avoir le nouveau code minier sur l'économie. D'après les données du ministère de l'économie et des finances, une fois de plus, en 2023, on était à 400 milliards de francs CFA. Et maintenant, le nouveau code minier, donc les négociations qui ont été faites, donc tout ce qui est autour avec les nouvelles mines qui ont été mises en route, je pense notamment au lithium, on parle de prévision, donc d'impact budgétaire prévisionnel de 1000 milliards de francs CFA au moins. En tout cas, nous allons dans la bonne direction parce que j'ai parlé des impôts, des taxes et aussi des redevances plus les dividendes. Tout cela peut générer des revenus pour l'État, mais il faut des mesures d'accompagnement. On a parlé de la production d'or, mais c'est pas la production d'or seulement, ce sont toutes les ressources naturelles en Afrique. Vous savez, les flux illicites concernant les ressources naturelles en Afrique est d'environ 50 milliards de dollars US chaque année qui quittent nos pays pour aller ailleurs. Évidemment, la production n'est pas connue, et la quantité exportée n'est pas connue, la quantité commercialisée n'est pas connue, mais quand vous faites des rapprochements des exportations d'or de nos pays avec les pays de destination, par exemple l'or qui quitte le Mali, qui va au Moyen-Orient, ou qui va en Suisse ou en Afrique du Sud, qui est raffiné, il peut être exporté aux États-Unis, mais on ne va pas dire que ça vient du Mali. On va dire là où ça a été raffiné, c'est le contenu local. Donc c'est le produit local, il va être labellisé au nom du pays où ça a été raffiné, pas au pays d'où la matière première provient. Ça, c'est un aspect. Maintenant, l'augmentation des ressources de l'État par rapport à cela, je vous ai dit, l'État ambitionne de doubler la valeur de l'or au niveau de l'activité économique. On a parlé de l'orpaillage, mais tout cela, les chiffres ne sont pas connus.
Les chiffres ne sont pas connus. Si vous prenez les chiffres officiels, entre les chiffres officiels et les chiffres du World Gold Council, qui est une organisation internationale qui recense les productions de tous les pays, et vous avez une trentaine de tonnes de différence chaque année. C'est énorme. Entre les chiffres produits qui sont d'environ 70 tonnes en moyenne ou au moins, nous parlons de au moins 100 tonnes des chiffres officiels extérieurs, internationaux. Donc, il y a une grande disparité au niveau de la production d'or. Et si l'État arrive à identifier la quantité produite, la quantité extraite, la quantité exportée, évidemment, c'est ce qui va permettre à l'État d'engendrer le genre de chiffres que vous prononcez. Maïmouna Traoré, tout à l'heure, le président du patronat émettait l'idée selon laquelle une caisse de consignation permettrait de financer ce secteur, notamment. Vous adhérez à une caisse de consignation? Oui, j'adhère à l'idée. Ce sera la bienvenue dans le secteur. Surtout, ce sera un avantage pour les entrepreneurs parce que j'en déduis que ce sera à taux déjà réduit. Donc, voilà. Et si la facilité d'accès au financement est mise en valeur, sinon est mise en œuvre, je pense que c'est bien. Il y a quelque temps, on vous a reçu ici et vous expliquiez que vous aviez toutes les peines du monde à avoir donc des employés qualifiés dans certains secteurs. 3 ans plus tard, est-ce que ça a changé? Nous n'avons pas cette peine comme auparavant, parce qu'avant déjà le Malien avait un complexe vis-à-vis de la main-d'œuvre. Déjà, les mines pensaient qu'avec la main-d'œuvre expatriée, le travail était bien fait et mieux fait qu'avec la main-d'œuvre locale. Mais aujourd'hui, cette chance est donnée aux entreprises locales, sinon à cette main-d'œuvre, de travailler auprès des spécialistes avec qui ils apprennent. Donc, quand on prend l'exemple généralement dans nos mines d'or, nous avons des sociétés qui viennent généralement pour un travail précis. Et ces sociétés, quand ils viennent, ne viennent pas avec leur main-d'œuvre. Ils utilisent la main-d'œuvre locale. Mais c'est juste le nom de la société qui est mis en valeur. Et du coup, ceux qui travaillent avec cette société apprennent à travailler. Et au fil des années, nous avons vu des mines ne même plus faire appel à ces sociétés-là et utiliser cette main-d'œuvre locale. Aujourd'hui, nous avons un avantage. Bien vrai que nous voulons toujours cette école des mines pour rehausser le niveau, comme on le dit. Mais ça va, contrairement à 3 ans. Très rapidement, sur la question, la caisse de dépôt et consignation, je voudrais rappeler qu'elle a été créée depuis, je pense, 1964. Mais elle avait un rôle vraiment moindre parce que c'était confiné dans une division au niveau du trésor public. Mais la bonne nouvelle, c'est que la caisse de dépôt et consignation a été créée par le gouvernement du Mali en 2024. La structure n'est pas opérationnelle, mais elle a été créée, qui pourra mobiliser le financement pour les investissements publics prioritaires de l'État. On parle de gains supplémentaires annuels attendus, donc 600 milliards de francs CFA, comme on peut le voir sur cette infographie. Tout à l'heure, on parlait des nouvelles réformes, et donc on parle de gains supplémentaires d'au moins 600 milliards de francs CFA pour les prochaines années. Djibi Diallo, oui, donc moi je voulais dire d'abord, c'est-à-dire pour qu'ils puissent avoir ces gains, il faut de la valeur ajoutée en nos ressources minières. Qui dit valeur ajoutée, il faut parler de la transformation sur place de nos matières premières. Vous avez vu que le lithium tout récemment va arriver aussi au Mali. Le lancement a été fait le 15 décembre 2024. Si nous faisons les mêmes erreurs avec le lithium qu'on a fait avec l'or, ça serait pareil. Ce ne serait que des chiffres. Hein. Ouais. Le Mali, 3e producteur, quel impact? Aujourd'hui, on est en train d'aller vers une position stratégique. Bientôt, le Mali va être le premier producteur de lithium en Afrique. Ouais. Mais quel impact ça va avoir sur la population? Lithium, si on arrive à négocier avec la société chinoise et qu'on arrive à transformer sur place, c'est-à-dire à faire des batteries, l'énergie solaire avec tout ça, et même fabriquer des voitures électriques, pourquoi pas, les motos électriques. Avec quelles compétences j'allais en venir par rapport à ça. La première richesse, comme Mao aime le dire, c'est la ressource humaine d'abord. Il faut former la ressource humaine, afin que cette ressource humaine, si vous voyez qu'il y a beaucoup de choses avec les multinationales, parce qu'on n'a pas une ressource humaine adaptée à nos réalités. Regardez, comme quelqu'un vient de le dire, l'école de mine.
On aurait dû avoir deux, au moins un à Bougouni, à Bougouni et une à Kaï. Au moins, Bougouni, c'est une zone de frontière entre Yanfolila et Sikasso, et faire des centres de formation professionnelle aussi, parce qu'il ne suffit pas seulement de former que des ingénieurs. Et l'exploitation a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc maintenant, comment pouvoir former ces gens-là? Il faut des centres de formation professionnelle. Et maintenant, transformer nos matières premières sur place, c'est-à-dire interdire totalement l'exportation de l'or à l'état brut, si nous voulons contrôler la production. Le lithium qui va arriver, il faudrait négocier à transformer une partie sur place pour en faire des batteries, et même ça peut être une source de solution à notre problème énergétique. Sauf erreur de ma part, c'était dans le projet, c'était prévu de transformer également le lithium. Oui, c'est prévu, mais il faut être vraiment réaliste, parce que le lithium, il l'a dit, Djibi, on va être premier producteur africain après le on va succéder au Zimbabwe en 2025. Mais maintenant, nous sommes avec Ganfeng pour Goulamina, la mine de Goulamina, qui est le premier producteur mondial de lithium, de la chaîne de valeur du lithium, c'est-à-dire depuis l'exploration jusqu'au recyclage des batteries. Et vous savez, l'Agence internationale pour l'énergie estime que entre maintenant et 2050, la demande de lithium va être multipliée par 10. Donc, ne faisons pas les mêmes erreurs qu'avec l'or. Associons-nous avec Ganfeng pour le contenu local, mais aussi la main-d'œuvre spécialisée et pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Messieurs, je vous invite à partir à la découverte du leader africain des investissements miniers. Ce leader africain est donc un pays que je vous invite à découvrir dans ce cas d'école. Le Botswana est le pays africain le plus attractif pour les investissements miniers, selon le classement 2023 du prestigieux think tank Canadian Fraser Institute. Pour établir ce classement, l'Institut nord-américain a pris en compte un ensemble de politiques minières en vigueur dans 86 juridictions mondiales, dont 23 en Afrique. Reconnu pour ses analyses poussées et étayées, le Fraser Institute a pris en compte divers critères, à savoir le potentiel minier et les paramètres politiques, incluant la fiscalité, les incertitudes réglementaires, les niveaux d'imposition et la qualité des infrastructures. La stabilité politique, la transparence des régulations et un cadre législatif favorable ont contribué à faire du Botswana le leader africain en investissement minier et 4e mondial juste après les États-Unis, l'Australie et le Canada. Il a obtenu un score de 92,17. Le Royaume du Maroc se classe 2e africain et 24e mondial avec un score de 86,53 points sur 100. À en croire les spécialistes, ce type de reconnaissance permet d'attirer l'attention des investisseurs internationaux sur les opportunités du pays, tout en renforçant sa position comme modèle de bonne gouvernance et de gestion efficace des ressources naturelles. En parlant de ressources, précisons que ce pays d'Afrique australe est riche en ressources minérales, notamment en cuivre, en nickel et en charbon, mais surtout en diamants. D'ailleurs, le pays a découvert le 22 août 2024 ce qui est qualifié par beaucoup comme le Kuliman du 21e siècle, un diamant brut de 2492 carats, ce qui l'a propulsé un peu plus dans la cour des grands en matière de pierres précieuses. À noter que le Niger occupe la dernière place du classement 2023 du Fraser Institute avec un score de 14,1. Le Burkina Faso 66e et le Mali 65e ont vu leur score chuter de 33,7% et 39% par rapport au précédent classement. Le nouveau code minier pourrait-il améliorer les choses pour le Mali ? Madame, Monsieur, je vais vous poser la question de fin de ce cas d'école qu'on vient de voir. Ce nouveau code minier va-t-il changer les choses pour nous? Est-ce que ce nouveau code minier, on peut le dire aujourd'hui, et d'ailleurs c'était le titre du grand temps qu'on a vu tout à l'heure, passer d'un code attractif à un code de développement, c'était en tout cas le souhait, le vœu donc des autorités. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on crache sur les investissements étrangers? Non, je pense que ce code, il a fallu du courage politique pour le faire. Il fallait le faire, c'était basé sur une vision politique, c'est une bonne chose, mais il faut des mesures d'accompagnement. Parce qu'au Mali, on fait toujours des très bons textes, mais pour les mettre en œuvre,
Et ensuite, le suivi, ça pose toujours des problèmes. Quelles mesures d'accompagnement? Parlons concrètement. Non, moi, vous avez montré le Botswana, un pays que je connais bien, pour leur leadership, parce que je pense qu'ils sont premier producteur africain, mais deuxième producteur mondial de diamants. Mais le cadre des investissements, que ce soit le lithium, que ce soit l'or, que ce soit autre chose, les investissements tout court, il faut renforcer la productivité et la compétitivité. Quatre choses. Il faut renforcer le capital physique, il faut renforcer d'abord le capital humain, c'est ce qu'on dit ici, les ouvriers spécialisés, les ingénieurs et autres. Il faut le capital financier aussi, il faut l'améliorer, et le capital immatériel, la technologie, la recherche, etc. Et aussi, en dernier lieu, la lisibilité et la prévisibilité des politiques publiques, la stabilité des institutions et la clairvoyance des textes, c'est-à-dire la compréhension facile, claire et simple de nos textes publics. C'est ce qui va permettre de faciliter les investissements dans notre pays. Maïmouna Traoré, vous le disiez à l'entame de l'émission, vous êtes l'une des rares femmes dans le secteur dans lequel vous évoluez. Est-ce que justement cette nouvelle loi sur le contenu local, vous pensez que ça va inciter des jeunes, particulièrement des femmes, à entreprendre un peu plus dans ce secteur, malgré tout ce qu'il y a comme challenge? Je pense que oui, mais avant d'évoquer ce sujet, j'aimerais ajouter un peu à ce que vient de dire M. Makalou. Il a bel et bien cité les choses, mais s'il faut prendre l'exemple sur le Botswana, moi je pense qu'il faut essayer de revoir les valeurs éthiques dans la société malienne. Parce que déjà, pour qu'on puisse bénéficier de quelque chose, il faut avoir l'amour de ce qu'on fait, il faut avoir cette idée de défendre l'intérêt général. Mais par contre, c'est ce qui n'est pas mis en valeur chez nous. Quand une personne arrive en poste, ce n'est pas l'expertise qui est mise en jeu, mais on essaie de mettre le relationnel au-dessus des compétences. Et quand c'est comme ça, le pays ne peut pas en bénéficier. Il faut essayer de choisir la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut choisir les experts et savoir diriger les personnes vers les objectifs. Quand tu prends un docteur, tu le mets... un médecin, je dirais, tu le mets à l'éducation, mais à quoi tu vas t'attendre alors qu'il y a des professeurs qui peuvent mieux faire? Quand tu prends... il faut avoir la vocation, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Effectivement, il faut avoir la vocation de ce qu'on entreprend pour pouvoir mieux servir. Et les compétences aussi. Voilà, et les compétences. moi j'aborde dans le même sens, il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais maintenant, pour le cas de votre inquiétude, est-ce que ce code minier ne va pas décourager des investisseurs? La première chose qui décourage les investisseurs, c'est la situation socio-politique sécuritaire. Encore qu'il y a certains qui... Ça, c'est le premier point. Oui, Moudou aime le dire, l'argent n'aime pas le bruit. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose qui fait fuir les investisseurs, c'est la situation socio-politique sécuritaire d'un État. La deuxième chose, ça, c'est le manque de transparence. Quand il y a manque de transparence, les investisseurs s'en méfient de ce pays. Même si vous avez le meilleur code, tant que ces deux conditions ne sont pas remplies, vous n'aurez pas d'investisseurs. Maintenant, le code minier, c'est-à-dire, il y a un moment pour attirer les investisseurs, mais il y a un moment où maintenant, il faut parler des gagnants-gagnants. Parce que, comme l'a dit le ministre, un moment en 92, l'once était à 400 $. Donc, ce qui fait que le coût de production était élevé. Mais d'un coup, si l'or se retrouve à 2700 $, ça veut dire que le coût de production va baisser obligatoirement. De 50%, ça peut se retrouver à 30%. Donc maintenant, comme l'a dit Mao, c'est-à-dire il faut... Ce qu'on a pu négocier avec le nouveau code minier, ça donne une minorité de blocage à l'État. C'est ça le gros avantage. Absolument. Ça veut dire que toutes les décisions ne peuvent plus se prendre sans l'aval de l'État, parce que l'État est à 30%, c'est qu'il y a une minorité de blocage. C'est un gros avantage pour l'État malien. Deuxième chose, on a pu quand même des parties qui étaient vraiment, on peut dire, catastrophiques. Des contrats de 30 ans, comme l'a dit, la loi n'est pas rétroactive. Quand une société, tant que ces 30 ans ne sont pas expirés, vous n'avez pas le droit qu'il retombe dans un nouveau code minier. Ça, c'est la logique de la loi, de la non-rétroactivité de la loi. Donc maintenant, moi je pense qu'on a pu réduire ça à 10 ans.
Ça, c'est un gros avantage. Désormais, le contrat, c'est à 10 ans, renouvelable. Donc maintenant, à 10 ans, l'État se trouve en position maintenant de renégocier le contrat. Même le prix peut varier entre temps. Par exemple, imaginez que l'or était à $500, aujourd'hui on se retrouve à $2700. Mais on renégocie le contrat et le rapatriement des fonds. C'est-à-dire quand la mine amène l'or, l'argent issu de la vente de l'or, ils ont vendu à quel prix? Parce que la mine peut dire que elle a vendu au moment où l'or était à $1200, alors que l'or c'est à $2700. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque la mine vend la production, elle doit rapatrier le fonds dans une banque malienne, ou soit à la BCAO. Au moins nos banques auront de la liquidité, comme ça elle va prendre sa part et laisser la part de l'État qui va être en devise et qui va approvisionner maintenant nos banques en liquidité fraîche. Mais si ces mines bloquent ces montants dans les paradis fiscaux, je ne dis pas toutes les mines, hein, mais la plupart bloquent ces montants dans des paradis fiscaux où l'État n'a aucune visibilité sur la vente réelle. Donc c'est qui est grave. Une mesure phare de ce code minier de 2023 aussi, c'est de séparer les activités d'exploration des activités d'exploitation. Et maintenant, il y a des exonérations fiscales uniquement sur l'exploration, mais pas sur l'exploitation. Ça permet de rendre plus transparent le processus. Je suis d'accord avec madame, elle parle de bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est comment nous gérons et administrons notre pays. Quelle que soit l'attractivité, si vous n'avez pas de la bonne gouvernance, et le Botswana est parmi les premiers en Afrique en termes de bonne gouvernance. Donc en plus de cela, si vous avez un code minier et des ressources, évidemment, tout le monde viendra. Un dernier tour de table pour clore cette émission. Djibril Diallo, on n'en a pas parlé, mais je sais que l'orpaillage, voilà encore un autre sujet sur lequel vous aimez bien intervenir. Mais justement, en parlant d'orpaillage, que dit le code minier? Quelle est la spécificité du code minier par rapport à ce point-là? L'orpaillage, c'est déjà un couteau à double tranchant. Il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Si vous prenez au Mali actuellement, c'est la seule activité qui emploie plus d'1 million de Maliens. Plus d'1 million. Et imaginez les activités annexes qui sont adossées à l'orpaillage, ça vaut plus de 2 millions de Maliens qui vivent de ça. Mais ça a ses impacts. Pourquoi ça a des impacts? Parce qu'il y a une mauvaise organisation, un mauvais encadrement de cette activité et qui a été laissé pour compte par l'État. L'État n'a jamais eu les moyens, on peut dire, essayer la volonté même d'organiser ce secteur-là. Bon, maintenant, le deuxième côté, ça c'est le côté environnemental. Tant que, si on avait un centre de formation professionnelle, imaginez 1 million de Maliens d'orpaillage, mais il n'y a aucun centre de formation professionnelle qui puisse former ces jeunes-là. Mais immédiatement, ça on revient toujours à la question de la formation. Bien sûr, parce qu'il faut que ces acteurs soient formés, encadrés, afin qu'il y ait moins d'impact sur l'environnement. Mais tant que vous laissez ces gens-là pour compte, mais il faut s'attendre aux conséquences environnementales. Mais c'est à l'État de prendre ces... Si vous prenez, vous m'avez posé la question sur le code minier. Si vous vous en tenez à ce que dit le code minier, 90% des orpailleurs sont dans l'illégalité totale. Parce que dans le code minier, il est dit que l'orpaillage s'exerce uniquement dans un couloir d'orpaillage. Et qui doit faire le couloir d'orpaillage? C'est le maire. Et certains maires ne savent même pas comment créer un couloir d'orpaillage. Donc, les orpailleurs sont dans l'illégalité totale. Pour certains, oui, c'est l'illégalité totale parce qu'ils ne sont pas dans les couloirs d'orpaillage. Souvent, ils se retrouvent sur le permis des sociétés où souvent ça crée des litiges, des problèmes entre les détenteurs de permis et les orpailleurs. Donc maintenant, le mieux, c'est d'organiser ce secteur, d'encadrer ce secteur, de former ces jeunes dans les centres de formation professionnelle en termes de protection de l'environnement et une bonne productivité, et que l'État trouve un moyen aussi d'acheter leur production, comme le fait au Ghana. Au Ghana, toute la production des orpailleurs est achetée par l'État ghanéen dans une banque. Voilà des stratégies qui peuvent nous permettre de réduire leurs conséquences sur l'environnement. On a titré cette émission Nouveau Code minier, une chance pour le contenu local. On aurait pu dire une chance pour l'économie. C'est clairement une chance pour l'économie. Oui, vous savez, l'or est une ressource non renouvelable. C'est-à-dire quand la mine d'or est fermée, peut-être madame ne le sait pas, quand nous, après Siama, avec BHP, après Rangol, on avait fermé la mine. Moi, j'ai été visiter là-bas avec le ministre Séméga, mais c'était la désolation. C'est Resolute qui est venu pour aller jusqu'à la phase souterraine. Donc, l'or, il faut que nous préparions l'après-or. C'est-à-dire, il faut un fonds minier, la caisse de dépôt et de consignation, c'est une excellente idée, pour mettre en valeur tout cela, pour le financement public,
il faut quand même que les recettes de l'or, comme en Norvège, qu'on puisse créer un fonds souverain qui puisse financer d'autres activités connexes, c'est-à-dire l'agro-industrie, les nouvelles technologies, la formation, parce que nous sommes essentiellement un pays minier, mais moi je pense que notre vocation, elle est agro-silvo-pastorale. Donc on peut financer, avec les recettes de l'or, si on les maximise, on peut financer beaucoup d'activités au Mali, et je pense que c'est ce que ce nouveau code devrait nous permettre de faire. Mais je dis, il y a un bémol. Il faut que l'État crée un guichet unique au niveau de l'industrie minière. Parce que vous savez, Djibril a parlé de la part des maires, des collectivités locales, mais l'administration territoriale, parce qu'il y a des histoires de cadastre, il y a des histoires de mairie, mais le ministère des Finances, le Trésor public est impliqué. Il faut que toutes ces structures au niveau de l'État puissent parler d'une seule voix, parce que quand les textes ne sont pas cohérents, quand les structures ne travaillent pas et ne parlent pas d'une même voix, évidemment ça amène beaucoup de... en tout cas ceux qui sont dans ce secteur, de profiter de ces incohérences de la politique publique pour agir contre l'intérêt général. Donc il faut surtout aussi que l'État crée des structures de suivi et d'évaluation, des structures de contrôle, non seulement des sites industriels, mais aussi de ce que Djibril a parlé, ces couloirs d'orpaillage, parce que c'est important, parce que la quantité de produits nuisibles qui sont utilisés dans l'orpaillage, d'abord pour la santé humaine, mais aussi pour la nappe phréatique. Et le ministre Sow a parlé de la Falémé. Si les Sénégalais prennent des mesures d'un côté de la Falémé et que nous ne prenons pas de mesures de l'autre côté de la Falémé, ça n'aura servi à rien. On va continuer à empoisonner nos populations, à détruire notre environnement et à détruire notre santé. Donc je pense qu'il faut rationaliser tout cela aussi comme parmi les mesures d'accompagnement de ce nouveau code minier. Maïmouna Traoré, le mot de la fin. Okay. Je dirais que côté orpaillage, il faut formaliser l'orpaillage. Donc, comme l'a si bien dit M. Makalou, ce nouveau code minier est une chance pour le Mali, pour le contenu local, oui, mais ça a des inconvénients également. Parce que ce code minier, lorsque nous le prenions, côté entrepreneuriat, généralement, nos mines d'or voient le contenu local comme un moyen de sauver le coût. Donc, généralement, nous avons nos entrepreneurs, en tant qu'entrepreneurs dans le secteur minier, nous avons souvent des marchés que nous devons exécuter sans contrat. Donc, il faut qu'un suivi soit fait à ce niveau afin que ces entrepreneurs puissent avoir un contrat afin de mettre leur base dans la légalité. Lorsqu'une entreprise n'a pas de contrat elle-même, il est très difficile de voir cette entreprise donner un contrat à ses travailleurs. Donc, pour que nous puissions tous bénéficier de ces avantages, il faut que les mines puissent prendre en compte et tenir en compte vraiment des écrits. Il ne faut pas seulement de beaux textes, mais il faut les appliquer. Et après l'application, il faut un suivi régulier. Lors de ces suivis, il faut envoyer des personnes vraiment expérimentées qui puissent défendre la chose. Mais nous l'avons un peu ramassé lors de nos interventions. Il a été dit que nous ne savons même pas le pourcentage d'or que nous produisions ici. Mais par contre, je pense que l'audit est fait de façon régulière dans nos mines d'or. Mais qui va auditer? Qui va auditionner nos mines d'or? Généralement, par manque de connaissances, vous êtes obligé d'accepter ce qu'on vous donne. Mais par contre, lorsqu'il y a des experts qui connaissent bien la matière, qui s'y connaissent en la matière, vous ne pouvez pas les berner. Vous dites ce que vous avez à dire, mais ils ne vont pas l'accepter. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Et aussi, qu'on ait l'amour de ce pays, qu'on essaie vraiment de travailler sans pour autant attendre les perdièmes, si je me permets de le dire. Voilà. Nouveau code minier, une chance pour le contenu local. C'était le titre de cette émission. Merci madame, merci messieurs d'être passés sur le plateau. Merci Djibril Diallo, président de l'association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales. Merci également à l'économiste ancien du secteur minier, monsieur Modibo Mao Makalou. Merci infiniment à notre invité principal, madame Maïmouna Traoré, présidente directrice générale de CV Civil Structurel Africa. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt sur TM.